J'ai découvert brusquement que ça ne m'intéressait plus. J'ai tout abandonné. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. L'avenir, toujours si clair pour moi, était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Et toi, t'es heureux? Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités ont su se réinventer. Aujourd'hui, je reçois Tristan Clémençon et Édouard Katz, les deux créateurs du food truck La Brigade, anciens joueurs de poker professionnels reconvertis dans la restauration. On parle de leur désir d'entreprendre, du coup de chance qui leur a permis de se lancer dans l'aventure, des difficultés de s'adapter au monde du travail après leurs années poker, et du plaisir qu'ils prennent à chaque fois qu'un client goûte leur slice. J'espère que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne SoundCloud ou iTunes. A très vite et bonne écoute. Salut. Salut Victor. Salut à tous. Donc avant d'être créateur de La Brigade, vous faisiez quoi dans la vie ? Je te laisse commencer, Edouard. Écoute, moi avant d'être créateur de La Brigade, j'ai fait des études en droit et en école de commerce. Ensuite j'ai bossé 4 ans pour 2 boîtes. Une c'était SFR à la direction marketing et l'autre c'était Eurosport Poker qui était une filiale de TF1. Et je m'occupais du marketing du poker en ligne. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et j'ai un peu joué au poker. Et puis au bout d'un moment, le poker, ça m'a un peu lassé. C'était pas une vie qui était faite pour moi. Et j'avais un projet d'entreprendre qui était présent depuis un certain temps et qui s'est concrétisé quand j'ai rencontré Tristan, qui avait cette même envie que moi. Ok, donc toi Tristan, c'est quoi ton background ? Alors moi, j'ai pas eu la chance, en tout cas, j'ai pas fait d'études. J'ai commencé à faire des études en économie à la fac. J'ai arrêté au bout de 6 mois. Pourquoi ? Pour jouer au poker. Donc vous avez bien compris que c'était le poker qui était le lien entre Edouard et moi-même. Donc j'ai joué pendant 5 ans. 5 ans, un bon niveau on peut dire. Où sur les 2 dernières années, j'ai été sponsorisé donc par Winamax qui est le leader du poker en France et qui a toujours été le site internet, l'opérateur de jeux en ligne le plus attractif parce qu'elle était doté de la plus belle team de joueurs pro sponsorisés et j'avais la chance d'intégrer du coup cette prestigieuse team. Donc voilà, pour moi c'était un peu comme un rêve. Donc j'ai fait 5 belles années de poker. Pourquoi pas plus et pourquoi avoir arrêté ? Ça, je pense que tu me poseras des questions à ce sujet-là. Mais pareil, comme Edouard le disait tout à l'heure, au bout d'un moment, une certaine lassitude et c'est ça qui nous a emmenés vers d'autres horizons. Et alors du coup, qu'est-ce qui fait que tu es devenu joueur de poker ? Ça t'intéressait depuis que tu étais tout jeune ou c'était une vocation ? Je pense un petit peu comme Edouard, on a une forte appétence au jeu, au gambling, à cet aspect un petit peu pari. Il faut savoir que les joueurs de poker, ils aiment bien parier sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que ça... En tout cas, c'est mon cas. Et pourquoi le poker ? Au même titre que n'importe quel jeu, c'est toujours un plaisir de jouer. Ce jeu-là a le mérite d'être particulièrement fascinant et intéressant. On dit toujours qu'il faut qu'une semaine pour pouvoir apprendre les règles du jeu, mais toute une vie pour le maîtriser. J'ai presque envie de te répondre qu'une vie n'est pas suffisante. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est en constante évolution, qui est très technique, qui est très psychologique, qui demande vraiment beaucoup de qualité. Donc moi j'ai été vraiment passionné par ce jeu-là. Je le suis encore aujourd'hui, même si je joue pratiquement plus. Et puis c'est vrai que ça donne des possibilités, et notamment aussi des possibilités de gagner un petit peu d'argent. Et t'es pas obligé ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est que t'es pas obligé de miser pour pouvoir t'amuser. Tu peux commencer gratuit. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer des tournois, ce qu'on appelle des tournois free roll, donc des tournois gratuits où tu peux gagner 1 euro, 2 euros, pas grand chose, mais ces euros-là, tu peux les remiser pour après espérer des gains un petit peu plus importants et de fil en aiguille. C'est comme ça que j'ai eu la chance de faire les plus beaux tournois dans le monde. Donc voilà, c'est aussi ce petit côté progression, à la fois dans la partie compréhension du jeu et puis aussi dans les tournois, au niveau du prestige des tournois que j'ai pu effectuer. Voilà, il y a tout un tas de tournois pour tout un tas de joueurs. Et donc, comment vous êtes rencontrés par
Par le poker, j'imagine, tous les deux? Ouais, on s'est rencontrés dans le cadre d'un tournoi qui avait lieu à Deauville, il me semble, où j'accompagnais les joueurs que je sponsorisais via la Room, donc Eurosport Poker, donc la salle de poker en ligne pour laquelle je travaillais. Et ces joueurs-là, en l'occurrence, étaient très copains avec Tristan. Et de fil en aiguille, on s'est rencontrés, on a commencé à discuter, on s'est hyper bien entendu tout de suite. Alors pas forcément d'un point de vue business, mais d'un point de vue amical, sans intérêt. À part l'OM et le PSG, où là on n'est pas du tout d'accord sur le reste, on est plutôt en phase. Donc voilà. Et effectivement, après, on ne s'est pas tout de suite vu très souvent parce que Tristan, il était à droite, à gauche, il faisait le tour du monde à faire ses tournois de poker. Moi, effectivement, je travaillais plus en bureau sur Paris. Et puis c'est au moment en fait où lui est revenu en France et a décidé de mettre en stand-by sa carrière de joueur de poker live, parce que t'as du poker live et t'as du poker sur internet. Donc poker live, c'est des tournois avec des vrais jetons et des vrais joueurs en face de toi, et puis le poker sur internet, c'est celui où tu es derrière un ordinateur. Donc il avait décidé, ça il te racontera, mais effectivement il avait décidé de faire une petite transition du live au online, où lors d'un urban foot, on a eu une conversation un peu plus poussée, un peu plus business pour le coup, sur ce qui va être dans le futur la brigade. Conversation finalement très, très innocente parce que je pense à mon avis au moment où tu me parlais du business des food trucks, comme quoi c'était un peu à la mode, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, à mon avis tu ne doutais pas que j'allais te recontacter et te proposer de faire... En tout cas quand je t'en ai parlé, c'était pas, le but c'était pas ça. Ouais, j'imagine. C'était de faire la conversation. Exactement. Non, c'était de parler d'un truc intéressant, enfin moi qui me semblait intéressant effectivement. Mais j'avais pas forcément derrière la tête l'idée de le faire de façon hyper concrète avec Tristan. Voilà. Et toi Tristan, t'avais déjà l'envie d'entreprendre quelque chose à ce moment-là, ou Alors, si où tu t'en veux, étais de ta carrière de joueur? Avant de commencer à jouer au poker, j'avais déjà l'envie d'entreprendre. Je dirais que ça m'est venu peut-être à peu près à l'âge de 15 ans. Les petits éléments déclencheurs, en tout cas ce qui m'a amené à y songer, c'était quand je regardais l'émission Capital sur M6, où je voyais les chefs d'entreprise, les mecs qui partent de rien du tout et qui arrivent à monter un empire. Moi, ça me faisait rêver. C'est quelque chose en tout cas qui me parlait. Et je me souviens, même dès la première, avoir dit à mon prof d'éco, que j'aimais beaucoup, voilà, j'ai envie de monter une entreprise. Et c'est à peu près les seuls cours que je suivais avec assiduité. C'était ces cours. Et donc j'ai toujours eu cette idée en tête. Il se trouve que le poker, je l'ai rencontré, je dirais, de manière accidentelle. Néanmoins, je ne regrette pas du tout d'avoir eu ces 5 années d'expérience. Ça m'a permis de vivre des choses que, à mon avis, peu de personnes ont la chance de vivre. Alors, certes, un petit peu en décalé, ça n'a pas toujours été facile à cause de ce fameux décalage, mais voilà, c'était très sympa. Par contre, voilà, le poker étant mis de côté, carrément, j'ai envie de reprendre une activité, ou en tout cas d'avoir une activité, parce que je n'avais jamais travaillé auparavant, je dirais normale, et carrément l'entrepreneuriat, pour moi, ça me semblait être quelque chose d'évident. Et donc ouais, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors du coup, donc comment c'est venu cette idée du food truck? Vous en avez entendu parler? Il y avait déjà des food trucks qui existaient ou... En fait, ça part d'un documentaire que j'ai vu, il me semble sur France 5, enfin je ne saurais pas dire avec précision, mais ça se situe en septembre 2012. Et à cette époque, il y a peut-être 1 ou 2 food trucks qui tournent dans la capitale. Un, c'est sûr, c'est celui qui est le plus connu, qui s'appelle le Camion qui fume et qui est le tout premier à être apparu en France. En tout cas, le food truck dans sa version moderne, parce que des camions à pizza ou des friteries en camion, il y en a toujours eu. Mais cette version un peu moderne, un peu marketée, avec un produit plus gourmet, c'était le tout premier. Et en fait, en voyant ça, effectivement, ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'était que ça répondait à beaucoup de besoins. Ça répondait en fait à l'évolution des besoins des consommateurs. Voilà. Et je me suis aussi dit que c'était un moyen facile et pas cher, et là je mets des guillemets dans le pas cher, de lancer un business. Voilà. Et effectivement, parce que dans le documentaire, il parlait de celui qui était en France, mais il parlait surtout du phénomène aux États-Unis, qui lui avait déjà pris beaucoup plus d'ampleur, et où il montrait des mecs en totale reconversion,
qui avaient dépensé, je sais pas, 20-30 000 dollars dans leur camion et qui faisaient le tour de leur ville et qui vendaient c'était des tacos ou des burritos, je sais plus ce qu'ils vendaient. Et les mecs cartonnaient, ils avaient des queues de fous, ils utilisaient Twitter. En fait, Twitter, ça a été l'un des principaux outils de développement des food trucks aux US. Et voilà, c'était hyper axé là-dessus et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et toi, du coup, Tristan, tu étais réceptif à cette idée dès le départ ou qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer Déjà, c'est un projet entrepreneurial, c'est-à-dire que ce soit la restauration ou un autre domaine, j'étais forcément intéressé et très à l'écoute. Ce qui est aussi intéressant dans ce projet, c'est de la restauration. Et la restauration, moi personnellement, c'est quelque chose qui me parle, dans le sens où, d'un point de vue consommateur, la dégustation, bien manger, c'est clairement une passion. Et puis aussi, il y a l'aspect service, l'aspect faire plaisir aux clients. Voilà. Et ça, faire plaisir aux clients ou même faire plaisir à des amis à l'occasion d'un dîner, c'est quelque chose qui me botte énormément. Donc, joindre l'agréable à l'utile, pour moi, ça me semblait être tout simplement très logique. Donc, ça me parlait, c'était concret. J'ai besoin aussi de me lancer, d'avoir un projet qui soit quand même assez, entre guillemets, palpable. Concret, c'est vrai que la restauration, c'est des produits bruts que tu transformes, que tu touches avec tes mains. C'est aussi un service que tu crées. Et c'est vrai qu'au niveau du food truck, il y avait quelque chose à faire. À cette époque-là, c'était le burger gourmet qui était vraiment sur le devant de la scène. C'était le début de la mode des burgers gourmets. On s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire, mais on ne va pas faire un énième burger, on va essayer de faire les choses différemment, proposer un produit qui n'existe pas sous ce mode de consommation, et c'est comme ça qu'est née la brigade. Bon, pour répondre sur ce que dit Tristan, l'aspect service, satisfaction client et effectivement concret, pour moi c'était 3 aspects hyper importants. Pourquoi ? Parce que comme je te l'ai dit, j'ai passé 4 ans dans 2 grosses boîtes où en fait tu es dans une forme de tour d'ivoire, tu vois pas un client, puisque tu es dans des énormes directions marketing, ou même si, par exemple, chez Eurosport Poker, c'était un peu plus petit, mais malgré tout, tu n'as pas le contact client, tu es derrière un ordi, et c'est des chiffres, si tu veux. Et là, effectivement, moi, ce qui me manquait, et là on est vraiment dans l'aspect reconversion, dans ces métiers-là, ce qui me manquait, c'était le contact, clairement. Et la restauration, comme Tristan, moi aussi, grand amateur de bouffe, pour dire les choses telles qu'elles sont. La restauration, c'est vraiment ça. Tu sais directement si ton client il a aimé ou pas ce que tu lui as fait, et quand il a aimé, en termes de satisfaction pour toi, c'est juste incroyable. Et donc, c'est quoi alors le concept de la brigade à la base ? Comment ça a évolué ? Qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport au food truck qui existait déjà ? Comment ça s'est mis en place ? Alors voilà, effectivement, au moment où on s'est lancé, comme je te disais, c'était principalement des burgers gourmets. Il y a un produit qui nous parle à tous les deux, c'est entre guillemets, le steak frites, plutôt le bon morceau de viande avec des frites fraîches, maison et de la sauce. Un truc que tu trouves dans vraiment tous les bistrots, mais qui n'a jamais été adapté auparavant à la street food, la cuisine de rue. Et ça a été, donc du coup, c'est Edouard qui a eu cette idée, sachant qu'il y a des exemples en bistrot qui sont assez parlants. Tu connais peut-être l'Entrecôte, vous connaissez peut-être le restaurant L'Entrecôte. Alors eux, pour le coup, ils ne se sont pas pris la tête. Ils ont pris un produit unique, à savoir un contrefilet, qu'ils ont servi tranché, avec des frites maison, une sauce, quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est vrai que nous, on n'est pas restaurateur à la base. Donc il était évident qu'on n'allait pas se lancer sur une carte à rallonge. Et d'ailleurs, même je pense que les restaurateurs de métier ne vont pas forcément se lancer dans ce genre de projet, parce que qui dit avoir une carte très fournie dit complexité au niveau des approvisionnements, complexité au niveau de la production, au niveau de la logistique en général. Voilà. Ouais, et surtout, je t'interromps 2 secondes, qui dit carte très fournie, dit surtout pas fait maison. Rarement. Voilà. C'est très rare. Ouais, clairement. Et puis nous l'objectif, enfin en tout cas l'étude de marché qu'on a fait, c'était que plus la carte était simple, plus elle était lisible pour le consommateur, plus rapide la prise de commande serait faite et plus on pourrait débiter. Parce que le but c'est quand même à la fin de faire un maximum de clients.
Voilà. Et sachant que dans un food truck, puisqu'on partait sur le food truck, même si le concept, on l'imaginait plus qu'en food truck, le concret, le début, c'était le camion. Dans un camion, impossible d'avoir une carte avec 15 références, tu vois, et il fallait... on s'imaginait, tu vois, avant même qu'on ait le camion, on s'imaginait avoir des énormes queues, parce qu'on avait l'exemple du camion qui fume, qui avait effectivement des énormes queues. Et on se disait, mais attends, si on veut envoyer un max, faut qu'on ait une carte la plus simple possible, qui soit la plus facile à envoyer. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que vous avez apporté de plus Est-ce que au tout début de l'aventure, on vous entendait parler tout le temps de slice? Ouais. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez inventé ou c'est Alors, on peut pas dire qu'on a inventé ça. Par contre, ce qu'on a inventé, entre guillemets, c'est effectivement de rendre la consommation de la viande, d'un morceau de viande, parce que bon, t'as la viande, t'as le steak haché si tu veux, mais d'un vrai morceau de viande. En l'occurrence, nous, notre morceau phare, c'est l'onglet de bœuf, de la rendre consommable de façon nomade. C'est-à-dire que tu peux très bien manger ce qu'on te sert debout, dans la rue, en marchant, sans avoir besoin de fourchette ou de couteau. C'est là où il y a une réelle innovation. Et c'est ça qui a attiré les gens en fait. Parce qu'effectivement, on a rendu un produit que les gens n'imaginaient manger que assis à table dans un bistrot, et ben là on l'a sorti de ça en fait. Quand on décide de se lancer comme ça dans un food truck, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que vous avez dû faire avant de vous lancer? Combien de temps ça a duré? Alors déjà, il a fallu réfléchir au concept. Réfléchir au concept, à la pertinence, effectuer un business plan, savoir étudier le marché, voilà, savoir ce qu'on allait faire, à quel prix on allait le proposer notre offre. Il a fallu trouver une caution cuisine, donc un chef cuisinier qui nous a accompagnés dès le début de l'aventure. Effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, ni Edouard ni moi-même n'ayant fait de la cuisine au niveau professionnel. C'est très facile de faire la cuisine chez soi, même d'être bon cuisinier, c'est une chose. Gérer une cuisine pro, avec des grandes quantités, des appros, c'est totalement différent. Et évidemment, les normes d'hygiène sont beaucoup plus restrictives en restauration commerciale. Donc, si on peut revenir sur la question. Sur les différentes étapes pour y arriver, pour vous lancer en fait. En fait, ouais, en gros, c'est apprendre le métier. Ça commence comme ça en fait. C'est vrai que ni Tristan ni moi, c'est plus que n'étions cuisiniers, c'est juste qu'on connaissait rien à ce milieu-là. Donc on partait de zéro. Donc, et il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que le marché du food truck, il était naissant. Donc effectivement, on a fait une étude de marché, mais on a fait une étude de marché sur un truc qui n'existait quasiment pas. Avec très peu de données, ouais. Très peu de données, quasiment impossible de rencontrer des restaurateurs, du moins des food truckers. Depuis le début de notre aventure, c'est-à-dire il y a à peu près 4 ans, beaucoup de potentiels nouveaux restaurateurs, potentiels nouveaux food truckers nous ont contactés et ont eu la chance d'avoir des témoignages de personnes comme nous qui ont déjà une certaine expérience, qui ont un certain vécu, qui ont des conseils, des avertissements, des mises en garde à proposer à ces gens-là. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas ça. Donc on allait vraiment à tâtons. Pourquoi alors? Parce qu'ils voulaient garder leur secret ou... Ils ne sont pas nombreux déjà. Non, ouais, il y en avait très peu. Et puis, effectivement, ils n'étaient pas forcément très communicatifs ils ne voulaient pas donner les infos. On sentait que... Ouais, et puis même eux, ils n'avaient pas forcément un recul nécessaire par rapport à l'activité. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, Tristan a complètement raison. On est contacté peut-être une fois par semaine par un mec qui veut monter son food truck. Bon, quand on a le temps, on lui donne 2-3 tips. Quand il le fait de façon... Quand il le fait de façon sympathique entre guillemets, où on sent qu'il y a un vrai truc, on va lui donner 2-3 conseils. Mais nous, on a forcément fait des erreurs. Du coup, on a clairement fait plein d'erreurs. Mais c'est pas grave, on a aussi appris grâce à ça. Mais on a fait des erreurs parce qu'effectivement, il n'y avait personne pour nous dire faites pas ci, faites pas ça. Il y a eu aussi une autre difficulté, c'est la question des emplacements. Il faut savoir que pour un food truck, l'emplacement, évidemment, il est majeur. C'est pas comme quand tu achètes un fonds de commerce pour un restaurant physique, fixe, où tu ouvres techniquement quand tu veux. Si tu as envie d'ouvrir 7/7 ou 7/7, tu n'es pas obligé de te poser la question est-ce qu'il faut que je demande autorisation pour ouvrir tel jour ou tel jour? Le food truck, c'est le cas.
C'est-à-dire que tu ne peux pas aller à un endroit quelconque et décider d'ouvrir sans autorisation préalable ton food truck. Donc c'est un travail, si tu veux, quotidien, constant, pour juste uniquement avoir le droit d'ouvrir ton restaurant. Donc t'imagines quand tu fais un business plan, tu pars donc d'une feuille blanche et tu ne sais pas si tu vas pouvoir ouvrir ou pas. Donc forcément tu vas partir avec une hypothèse où tu peux ouvrir un maximum, mais cette hypothèse elle est... C'est-à-dire quoi exactement un restaurant, tu peux caler une hypothèse tant de jours d'ouverture. Et ça sera quelque chose qui, si tu décides d'ouvrir 7 sur 7, tu pourras ouvrir 7 sur 7. Le food truck, c'est différent. Le food truck, tu vas d'abord te dire, je vais ouvrir grosso modo 10 fois, sauf qu'en réalité, l'hiver sera peut-être plus 5 fois, peut-être que l'été, tu monteras à 10, peut-être à 15 fois, mais tu peux avoir déjà un gros delta entre le nombre de services que tu as effectués. Et après, évidemment, et ça c'est le cas à la fois pour les food trucks et également aussi pour les restaurants fixes, il faut faire un prévisionnel de entre guillemets de quantité, de nombre de couverts servis. Donc, au food truck, tu as 2 variables à appréhender, sans expérience dans la restauration, c'est autant de dire, c'est à la louche. Et au restaurant, tu as déjà cette difficulté d'imaginer combien tu vas faire de chiffre d'affaires, combien tu vas faire de couverts, mais tu n'as pas à te poser la question combien de jours je vais ouvrir, c'est toi qui le détermine. Et donc, ce qui a été aussi difficile pour développer la partie food truck, c'est qu'on essaie d'obtenir des emplacements, donc on essaie d'obtenir le droit d'ouvrir, mais le problème c'est que tant que tu n'as pas le camion, en gros, on ne t'écoute pas. C'est-à-dire qu'on va juste te dire ça a l'air très intéressant, ça me donne faim, votre concept a l'air top, revenez nous voir quand vous aurez le camion et quand vous aurez quelque chose à nous faire goûter ou à nous montrer. Mais... Et ça, franchement, il n'y a que dans le food truck, quand tu y penses, où, dans l'univers commercial, quand tu as ton commerce, tu n'es jamais sûr d'ouvrir. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir le camion et ça se trouve, votre camion, vous ne pouvez même pas le mettre. Exactement, c'est-à-dire le jour où on a reçu le camion, on ne savait pas si on allait. Tu vois, on avait une date, si tu veux, on savait parce qu'on avait dealé une date sur le premier jour d'ouverture, mais par contre, le lendemain, on ne savait pas si on allait ouvrir. C'est une des difficultés majeures du food truck versus la restauration classique, clairement. Cette incertitude. Et ce travail aussi constant pour pouvoir remplir ton calendrier. Ouais. C'est-à-dire que tu es obligé de travailler. Le temps, c'est du temps passé. Ce temps-là coûte de l'argent et cet argent-là, tu n'as pas besoin de l'investir pour pouvoir ouvrir ton restaurant. Tu ouvres quand tu veux. Et donc concrètement, pendant cette période, votre temps, vous le passez à faire quoi? Vous passez des coups de téléphone, vous repérez des endroits La période pré-arrivée du camion, tu vois? Ouais. Il y a déjà il y a toute la phase concept, toute la phase étude de marché, toute la phase conception du camion. Ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'effectivement, on se posait 10 milliards de questions sur comment aménager le camion. On n'était pas cuisinier. À ce moment-là, on a notre concept en tête. On a un peu dû faire une semi-confiance aveugle aux mecs qui ont construit le camion, quoi, parce que... Donc c'était le métier, c'était quand même une société qui était spécialisée et qui, pour le coup, c'est beaucoup ultra spécialisé dans le monde du food truck. Ils font des camions restauration, aussi des camions, tout type de camions que tu vas trouver sur les marchés. Fort heureusement, ils avaient déjà un certain savoir-faire et pour le coup, on peut dire qu'ils ont été de bons conseils, mais c'est vrai que dans l'organisation de notre cuisine, c'est ultra important d'avoir une organisation qui sera ultra optimisée et j'ai vu beaucoup de food trucks qui étaient organisés un peu n'importe comment, où tous les éléments y étaient, mais dans le schéma pratique, c'était très compliqué. Il y a eu beaucoup de croisements, beaucoup de flux non maîtrisés. Enfin, c'était en gros difficile de travailler dans ce type de... Et voilà, il a pas fallu se planter. Je trouve rétrospectivement qu'au niveau de l'organisation, compte tenu du budget qui était quand même assez réduit par rapport à notre camion nous a coûté 35 000 € avec du matériel neuf, une cellule neuve et un châssis d'occasion. C'est un camion qui avait déjà 150 000 km. On n'est pas trop mal. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il commence à vieillir. Un peu vieilli, celui-là. Sérieusement. Et alors, du coup, comment vous avez financé ce projet, le camion notamment? Alors, le camion, en fait, on va dire qu'on a démarré par un coup de chance.
puisque au moment où on démarre l'aventure, Tristan et moi on joue encore un peu au poker, et en fait il s'avère qu'un soir j'ai gagné 2 tournois de poker qui ont suffi au financement du premier camion. Voilà. Donc c'est parti comme ça. Mais alors, c'était pas du tout prévu, quoi. T'as pas spécialement joué en te disant je vais financer le camion. Alors, si je vais te dire oui, on a joué dans cette optique-là. Mais de là à faire un score pareil, entre guillemets, aussi rapidement, non, ça c'était pas prévu. Voilà. Mais c'était dans cette optique. Et donc, il se serait passé quoi si t'avais pas gagné ces 2 tournois? On aurait utilisé des fonds propres dont on avait à dispo. Mais c'est ça pour le coup, voilà. C'est vrai que c'était le petit coup de pouce et puis c'est un peu la belle histoire. Et quand on raconte cette histoire à certaines personnes, c'est difficilement croyable. Parce qu'on a du mal à s'imaginer qu'avec 1-2 tournois, tu puisses financer un projet qui certes n'est pas extrêmement gourmand en capitaux. Un food truck, comme je te dis, c'est 35 000 €. C'est 35 000 € en façade. Après, bon. Pour le camion. Voilà. Pour le camion. Après, avec les moyens du bord, pour 50 000 €, tu peux commencer à imaginer. Nous, ça nous a coûté un peu plus cher parce qu'on a pris notre temps, parce qu'on avait des bureaux la première année, parce qu'on a loué tout de suite en fait, un tout petit laboratoire qui nous a coûté grosso modo 1 000 € par mois. On s'est permis, et on s'est permis aussi d'avoir un chef. Ouais. Dont on a payé le salaire au tout début de l'exploitation, même un petit peu avant, pour créer les recettes. Donc on a mis quand même certains moyens que n'ont pas forcément certains food truckers, parce qu'en général, les personnes qui arrivent dans le monde du food truck font ça aussi parce que c'est pas cher. Ouais, parce qu'ils sont en façade. Ils sont cuisiniers aussi, ces gens-là. Et pour certains, pour la plupart... Ou pas, mais en tout cas, c'est eux qui vont en cuisine direct. Voilà, exactement. Ouais. C'est vrai. Et comme nous, on avait d'autres ambitions. C'est surtout ça qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, notre ambition, on adore faire de la cuisine, mais notre ambition, c'était pas de faire de la cuisine dans le camion, si tu veux. Enfin, on en fait forcément, je dis nous en tant que personne, hein, évidemment, on fait de la cuisine. Mais notre ambition, c'était de développer le projet. Et effectivement, tu peux pas être à la fois cuisinier, c'est là toute la difficulté du food truck. Tu peux pas être à la fois cuisinier et développer un projet. C'est assez antinomique, c'est hyper compliqué, t'as plus de vie, très sincèrement. Les food trucks qui font ça aujourd'hui, je vois des mecs qui sont seuls dans leur camion, qui font la cuisine, qui font leur appro, qui font leur compte, qui font leur gestion commerciale, ils font tout de A à Z, ils s'en sortent pas. Voilà. Et nous, justement, le but, c'était de se donner le luxe, entre guillemets, parce que c'est un vrai luxe, de pouvoir avoir des vraies plages de travail pour développer tout ça. Et c'est l'un des facteurs clés de succès aujourd'hui dans ce milieu. Et vous avez quand même dû mettre pas mal la main à la pâte au début, quoi. On vous voyait tout le temps dans le camion. Totalement. Clairement, pendant 1 an et demi, 2 ans, on était dedans. Hein. Voilà, c'est clair. Tristan à la frite, moi plus à la commande, effectivement, mais c'était... Puis il faut savoir un autre truc aussi, c'est que certes on a monté un camion, mais on était 3 au départ, donc avec notre chef, et sur les 3, il n'y en avait qu'un seul qui avait le permis. Pareil jusqu'à 5. Le 6e, ça a été un recrutement de quelqu'un doté du permis. Ça a été un soulagement personnel assez important. Ouais, parce qu'en l'occurrence, il n'y avait que Tristan qui avait le permis. D'accord. Ouais. Donc voilà, drôle d'idée. Moi, je me faisais charrier par tous mes potes parce que effectivement, j'avais monté un camion resto alors que j'étais réputé pour ne pas avoir le permis. Et sans Tristan, enfin s'il était arrivé un truc à Tristan au début... Je me cassais une jambe, le camion il aurait pu plus sortir. On ne sera peut-être pas en train de discuter, effectivement. Et pourquoi ne pas avoir passé le permis alors ? Écoute, il y a vraiment un moment où je me suis dit je m'y mets, et puis en fait tout s'est tellement enchaîné rapidement, si tu veux, que... Passons ce sujet. Et alors, ça vous a fait quoi de servir votre premier repas à la brigade ? Est-ce que vous aviez eu l'impression d'un accomplissement ? Ouais, franchement, c'était un moment assez extraordinaire. Moi, je me rappelle que j'avais perdu 10 kilos ce jour-là, qu'on était dans le rush pas possible.
Je crois qu'on n'avait pas pleinement conscience de ce qui se passait, si tu veux. De toute façon, t'es tellement la tête dedans, quoi qu'il arrive, tu fonces, que tu prends même pas la peine, si tu veux, de prendre un peu de recul et objectivement voir ce qui se passe. Effectivement, c'est peut-être, je sais pas, 10-15 jours après qu'on s'est dit putain, ça y est, on l'a fait. Mais ouais, ce jour-là, c'était assez fou. C'était assez fou. Mais je crois que dans nos têtes, tout ce qui comptait, c'était d'y arriver, de réussir le service, d'aller jusqu'au bout du service, de sortir les plats tels qu'on voulait qu'ils sortent. Voilà, et on n'avait que ça, si tu veux, en tête. Mais effectivement, ouais, le premier client, c'était fou, quoi. Et moi, tous les premiers clients, ça m'a toujours fait bizarre. C'est-à-dire que je vois le client que je ne connais pas, forcément, qui prend sa barquette, qui commence à manger. J'ai presque envie de lui dire t'es sûr que tu veux vraiment commander chez moi? C'est sérieux? Ça fait bizarre. Voilà, j'ai toujours eu ce sentiment-là, je dirais peut-être les premiers mois. J'étais étonné que les clients s'intéressent, s'approchent de notre camion, alors que c'est totalement normal. Et rappelle-toi, au début, dépensent de l'argent Non, pour mais pouvoir manger chez nous. il y a même, au bout de 2-3 mois, il y avait des mecs qui venaient genre de loin de fou, qui venaient au camion. C'est vrai. Ça nous surprenait toujours. Mais très rapidement, genre, on a eu des mecs de Toulouse, de Marseille et tout qui sont venus, quoi. Et ils sont venus que pour le camion. Et ils étaient de passage à Paris, Ça mais fait en cher tout cas, l'expérience. dans leur passage à Paris, il y avait, tu vois, il fallait qu'ils passent par chez nous. Et ça c'était vraiment fou, quoi. Et du coup, comment vous êtes formé pendant toute cette période? Vous avez lu des bouquins, vous avez pris des cours de cuisine? Parce que vous avez quand même dû faire la cuisine aussi avec votre chef, j'imagine. Vous l'avez pas laissé faire tout, quoi. Alors, pour la cuisine, tout simplement, en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est lui qui m'a montré tout son savoir-faire. Alors, fort heureusement, on était quand même sur des manipulations relativement simples. Je dis bien relativement parce qu'il y a certaines complexités, notamment à la cuisson des viandes, puisqu'on est quand même un food truck et un restaurant maintenant à viande, et ça nécessite quand même une certaine technique et une organisation. Maintenant, j'ai beaucoup appris effectivement à ses côtés. On a eu d'autres cuisiniers, d'autres personnes, d'autres employés qui ont un background de cuisinier, auprès de qui j'ai pas mal appris. Ça s'est fait voilà, sur le tas. Clairement, toi-même sur la vente, je pense que des expériences en vente, tu as dû avoir 2-3 jobs saisonniers. J'en avais 2-3, j'avais bossé à Paris Plage, j'avais vendu des sandwichs. Et d'ailleurs, dans mes souvenirs, mais c'était en tant qu'étudiant, et dans mes souvenirs, c'était l'une des expériences qui m'avait fait le plus kiffer. Donc, moi j'adore le contact client, j'adore le challenge de vendre plus que ce qu'il aurait acheté, de base. Et j'aime beaucoup l'interaction et discuter avec le client, j'adore ça. Donc effectivement, naturellement, moi je me suis plutôt mis sur cet aspect-là, bien que je regardais quand même ce qui se passait en cuisine, j'étais quand même curieux de ce qui se passait. Mais naturellement, Tristan était plus doué pour la cuisine et moi plus pour le côté relation client, effectivement. Est-ce que vous avez eu des moments de doute où vous vous êtes dit peut-être qu'on se lance dans un truc trop gros, ou peut-être qu'on va pas réussir? Alors, je pense qu'on a deux expériences différentes. Ouais, le peut-être qu'on va pas réussir, ça peut traverser l'esprit, mais de vrais doutes, non, franchement. En tout cas, absolument aucun. Ouais. À aucun moment. Il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments chauds, il y a eu des émotions très positives, des émotions très négatives, de la fatigue, des moments. Enfin, il y a eu de tout, vraiment eu de tout. Mais clairement, on était sûr de notre concept. On était sûr de notre capacité à mener à bien ce projet, qui n'en est qu'à son commencement, en tout cas je l'espère. Pas vraiment. Okay. Ce que je trouvais dur au début, c'est qu'effectivement, Tristan est un garçon très intelligent, mais il avait effectivement aucune expérience du travail. Donc je m'embarquais quand même dans un truc où j'avais aucune expérience de l'entrepreneuriat. J'avais certes une expérience en tant que salarié, si tu veux, mais en fait, on était tous les deux complètement novices dans l'entrepreneuriat. Et en plus, Tristan, lui, avait donc ce passé de joueur de poker et donc aucune expérience dans le travail. Donc il y avait, si tu veux, l'inconnu, c'était ça, quoi. En plus du fait qu'on se lance dans un métier qu'on ne maîtrisait pas du tout. En plus. Voilà, il y a beaucoup d'inconnus.
Donc ça, effectivement, au début, tu peux avoir des doutes, mais une fois que c'est lancé, enfin, tu vois, une fois que la machine est lancée, je te parle même pas que le camion est arrivé, mais une fois que tu as le concept, une fois que tu crois à ton idée, que tu sens que le marché il évolue comme tu l'avais pressenti, que tu vois que Tristan, il fait les efforts qu'il faut, etc., et que voilà, non, t'as pas de doute et tu vas, quoi. De toute façon, je pense que c'est un autre facteur clé de réussite, si tu veux, faut être un peu foufou, faut y aller un peu tête baissée, sans non plus tout faire à l'arrache. C'est pas ce que ça veut dire, mais il faut y aller, quoi. Je pense qu'il y a plein de projets qui se montent pas finalement parce que les mecs justement ils ont un doute, un truc et ils se disent non, il faut pas se dire ça, faut y aller, faut essayer, faut croire en son truc jusqu'au bout, quoi. Et alors, est-ce que vous avez fait des rencontres, disons, décisives un peu dans ce parcours-là? Des gens qui vous ont aidé, des mentors ou... On a eu quelques rencontres. Maintenant, Moi, je dirais pas de décision, ouais. Je les qualifierais pas de décisives. Ouais. Mais c'est pas très, très simple, mais juste... En fait, c'est plutôt des gens qui nous ont confortés dans notre idée, je dirais. Alors voilà, Ouais. effectivement, il y a certaines personnes qui sont du milieu, qui connaissent beaucoup mieux et qui connaissent encore très bien le monde de la restauration, qui nous ont conseillé. On a eu aussi des mises en relation, ça peut être tout con, mais mise en relation avec un futur fournisseur qui se retrouve à avancer avec nous. D'ailleurs, voilà, il y a quelques jours, on était chez notre fournisseur de viande historique. Hier, tu veux dire, en fait. Il y a quelques jours, hier et avant-hier, invité à Limoges justement pour une grosse réunion annuelle avec notamment une visite des fermes, une rencontre auprès des éleveurs qui était extrêmement intéressante. Où d'ailleurs on s'est rendu compte que les éleveurs c'est plus que des paysans, c'est aussi des vrais chefs d'entreprise avec une vision très entrepreneuriale de leur activité. C'était vraiment remarquable, en tout cas c'était très enrichissant. Et puis donc dans cette réunion, tu as aussi une vente aux enchères des plus belles vaches, des plus belles génisses. Et c'est très, très folklorique, mais en tout cas c'était vraiment très sympa de passer ces 2 jours. Voilà. Donc ça peut être une rencontre, une mise en relation avec des collaborateurs. Et puis des rencontres aussi humaines, même principalement même au sein de notre rang, parce que dans les effectifs, dans les ressources humaines de la restauration, tu trouves aussi beaucoup de personnes de milieux très divers et variés, et pour le coup on a beaucoup de reconvertis. Donc c'est-à-dire que nous on est nous-mêmes des reconvertis, mais au sein de nos propres effectifs, on a aussi pas mal de reconvertis qui viennent de milieux totalement différents. Ça peut être du milieu artistique, ça peut être du milieu commercial, ou même que sais-je. C'est plein de personnes qui ont des parcours, qui ont des parcours très différents. Et c'est sympa de se retrouver tous autour d'une même passion commune, parce qu'au final, notre gros point commun, c'est on aime faire plaisir, on aime faire des bonnes choses, faire des belles choses. Et voilà, on prend cœur à faire ça au quotidien. Donc ça c'est la belle rencontre au pluriel. Et alors, qu'est-ce que ça change dans votre rythme de vie Oula. Je veux vraiment poser cette question. Non, mais par rapport à votre passé de joueur de poker, qu'est-ce que ça a changé Le joueur de poker au début et maintenant, quoi, parce que c'est surtout à Tristan qu'il faut. Et le joueur de poker, il a une vie très particulière. Déjà, par définition, il a une mauvaise hygiène de vie. Ça, on peut le dire. Il voit quasiment pas le jour. Il joue, si tu joues sur Internet, c'est principalement la nuit, en tout cas tard le soir, pardon. En décalé, le week-end, il se lève rarement avant midi. Voilà. Évidemment, dans la restauration, il faut se lever tôt, il faut se lever très tôt. Et il y a un rythme, il y a un enchaînement. Et particulièrement dans le monde du food truck. Alors déjà, dans la restauration, tu te lèves tôt, tu te couches tard. Mais dans le monde du food truck, il faut en plus de ça ramener le camion sur la base, il faut le laver, etc. C'est l'inverse en fait. Franchement, si tu veux faire une comparaison,
En termes de rythme, hein, je parle de rythme de vie, c'est clairement l'inverse. Voilà, exactement. Et le temps passe très très vite dans la restauration, parce que les journées passent à une vitesse hallucinante. Mais en termes de rythme, ouais, c'est totalement l'opposé. Et ça a été difficile de t'adapter à ça, par exemple, toi ou... Pas du tout. Non. C'était, je pense, une source d'inquiétude pour Edouard. Parce que tu devais te Alors, poser la question. Oui et non, parce qu'au final, on a quand même mis. Enfin, tu vois, on a eu 1 an, si tu veux, pour apprendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé. Tu vois, on va dire le 30 septembre, il était encore joueur de poker et le 1er octobre, il avait un camion. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a eu 1 an. Donc, effectivement, au début, nos journées commençaient pas très tôt. Ça arrivait souvent qu'on démarre nos journées à 12h-13h. Mais au fur et à mesure, ça a commencé de plus en plus tôt. Et puis au final, le jour J, tu vois, on était déjà quasi dans le rythme. Même si effectivement, une fois que tu as le camion et que tu rentres vraiment dans le dur, c'est un autre rythme. Mais non, en vrai, j'avais pas trop d'inquiétude. Enfin, si tu veux, au jour 1, oui. Ça, même pour moi, hein, j'avais des inquiétudes. Ça s'est fait tout seul, naturellement, sans se poser de questions. D'accord. Et alors, qu'est-ce que le poker vous a apporté dans cette vie d'entrepreneur? Est-ce que tu penses que ça a été positif? Est-ce que tu penses que tu as appris des choses dans le poker dont tu te sers maintenant ou pas? Ça, c'est une très bonne question. Une excellente question. Déjà, des rencontres. Bravo, Victor. Des rencontres, parce que dans le poker, notamment dans le poker à très haut niveau en live, en réel, tu rencontres des personnalités et notamment aussi beaucoup de chefs d'entreprise. Qui tu vas retrouver sur les tables de poker? Tu vas retrouver soit les joueurs de poker, donc des personnes comme moi, souvent relativement jeunes, soit des personnes qui sont là, pas forcément à la base par leur qualité de joueur de poker. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, mais plutôt pour le plaisir. Voilà. Eux, ils vont avoir des activités vraiment purement récréatives, exactement. Et un tournoi de poker, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ces gens-là, du coup, tu as un filtre au niveau de l'argent. Et évidemment, ceux qui ont les moyens de jouer des gros tournois de poker, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Soit c'est des héritiers, soit pour la plupart, ce sont effectivement des chefs d'entreprise et qui ont en général, pour beaucoup, de très belles sociétés, qui ont une grosse expérience entrepreneuriale. Et voilà, ces personnes-là sont très intéressantes. On peut rencontrer des grosses stars, je dirais, de l'entrepreneuriat, du monde de l'entreprise. Le plus connu, je pense, Xavier Niel. Antoine Arnaud aussi, effectivement, fils de Bernard Arnault, qui a été un éminent joueur de poker, qui a joué pendant plusieurs années. Des personnalités aussi. T'es en train de citer leur nom, ils ont peut-être pas envie que les gens sachent ça. Kouchen, je pense c'est connu par beaucoup de personnes, ou Patrick Bruel évidemment, j'aurais dû commencer par lui. Voilà, des personnalités que tu n'as pas forcément l'occasion de rencontrer, que tu retrouves d'égal à égal, je dirais, au sein d'un tournoi de poker. Donc déjà, ça c'est le côté rencontre, c'est toujours intéressant et c'est vrai qu'être en contact avec ces personnes-là, plus particulièrement les chefs d'entreprise, dans le cadre du développement d'une société, pour soit demander des conseils, soit pour un objectif de levée de fonds, c'est intéressant. Maintenant, de là à dire que ça m'a apporté quelque chose en particulier, autant tu peux faire un parallèle très fort entre l'entrepreneuriat et le poker. Tu as cette vision, je dirais, un peu financière et stratégique à la fois. On va beaucoup parler de risk-reward, de retour sur investissement. Je risque tant pour gagner tant avec telle expérience de gain. Et ça, effectivement, c'est des données qui sont fondamentales dans le business. Maintenant, de là à te dire que ça te permet de développer des skills. Alors là, je ne suis pas complètement d'accord. Moi, je trouve que, par exemple, en parlant pour toi, la concentration sur un temps important, je pense que c'est du poker que tu l'attires. Parce que Tristan, c'est clairement une personne qui peut rester 4 heures devant un ordi à monter des tableaux, etc., sans bouger, tu vois. Et ça, je pense que ça vient, ce skill, enfin en tout cas cet élément-là, il vient du poker. Hein.
Je pense que c'est des bases que tu as déjà, je ne veux pas dire que c'est inné. Mais qui ont été renforcées par le poker aussi. Voilà, mais si j'avais pas joué au poker, j'avais travaillé dans des boîtes comme celle où tu as travaillé, peut-être que j'aurais pu aussi travailler ces mêmes skills avec autant d'efficacité. Disons que c'est difficile de dire que le poker, ça apporte. Ça peut apporter quelque chose sur le plan pécunier, ça c'est évident. Maintenant, voilà, ça reste un jeu, ça reste quelque chose de récréatif. Et je retiendrai en les rencontres, et pour le reste, je pense qu'à mon avis, le poker n'est pas forcément une étape nécessaire. Et du coup, toi, tu as été quand même pas mal sous le feu des projecteurs, notamment tu as fait 3e d'un gros tournoi au tout début, quand tu avais 19 ans. Est-ce que tu arrives à retrouver cette adrénaline que tu pouvais avoir dans le milieu du poker, dans ton métier, ou est-ce que c'est complètement différent et tu acceptes de quitter le feu des projecteurs, quoi? Il y a beaucoup moins d'adrénaline dans le monde du business, dans le monde de la restauration. Disons, le côté émotionnel est éloigné, et très peu éloigné. Il y a pas ce qu'il y a dans le poker et dans pas mal de jeux du type poker, c'est effectivement le côté gambling, le côté ascenseur émotionnel. Tu passes d'un état de colère à un état de joie pour repasser dans un état de déception en un espace de temps très réduit. Je dirais que c'est beaucoup plus flat au niveau émotionnel dans le monde de la restauration. C'est beaucoup plus réfléchi aussi. C'est lent, c'est une évolution lente. Voilà, c'est pas les mêmes émotions, c'est à peu près les mêmes mécanismes. La vision court terme, la vision long terme, la vision de rentabilité, de retour sur investissement, ça c'est vraiment, tu peux faire un parallèle très fort entre ces deux milieux-là, mais ça s'arrête à peu près là. Et c'est pas trop difficile cette sensation de servir des frites alors qu'en fait on t'a servi des cartes toute ta vie? C'est différent. Ah, tu l'as préparé celle-là, hein. Elle est marrante cette comparaison, c'est très différent. Mais tant que tu fais les choses, et c'est le plus important, tant que tu fais les choses par passion et que tu aimes ça, non pas que j'aime particulièrement faire les frites, ou j'aimais particulièrement faire les frites, mais j'aimais particulièrement faire plaisir au client et essayer de lui sortir les meilleures frites possibles, comme j'aimais particulièrement à recevoir des cartes et essayer de jouer le meilleur coup de poker possible à chaque instant. Voilà, tant que tu fais les choses par passion, il n'y a aucun problème et tout est que du positif entre guillemets. Mais par exemple, moi j'avais été frappé quand je te voyais dans le camion en train de faire des frites, je me demandais à quoi tu pensais. Tu vois, est-ce que par exemple déjà en fait t'étais déjà en train de te dire je fais ça parce que dans 2-3 ans ça va marcher et j'aurai 2 food trucks, un restaurant, ou est-ce que juste tu profitais du moment présent et tu étais content d'être là à servir des clients, quoi? Alors réponse 2, clairement. Si au moment de faire des frites tu penses au futur et à te dire bon voilà, ça c'est que le temps d'un certain moment et que cette période-là justement dure plus longtemps que prévu, tu vas très mal le vivre. Non, il faut profiter de chaque instant. Je savais évidemment au fond de moi-même et de façon à la fois consciente et inconsciente que j'allais pas faire des frites toute ma vie. Maintenant c'était un vrai plaisir de faire ça, d'avoir fait ça. Il faut savoir que quand tu fais des frites avec une notion de débit, t'as pas trop le temps de réfléchir et de te poser ce genre de questions. Il y a un petit singe qui fait de la timbale à l'intérieur pour donner le rythme. Non, il faut savoir aussi surtout que à chaque bain de frites qu'il faisait, il en goûtait au moins 3-4, tu vois, donc ça va. Il y avait aussi l'aspect plaisir gustatif. Ça aide à tenir, c'est clair. Comment les gens du milieu ont vécu le fait que tu partes à la retraite aussitôt? Parce qu'au final, quand tu es parti du milieu du poker, on a dit que tu prenais ta retraite alors que tu avais 22 ou 23 ans, je crois. C'est ça, ouais, 22, 23. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui a surpris les gens? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te retenir ou de te dire que tu prenais une mauvaise direction? Ou comment ça s'est passé? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a ceux qui avaient déjà entendu parler, parce que
j'ai arrêté le poker et après derrière effectivement je me suis lancé dans ce projet entrepreneurial, mais ça faisait peut-être gérer 1, 2, même 3 ans avant d'arrêter que je commençais à parler un petit peu de ça. Et il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui me disaient oui mais de toute façon comme David Iquitaille, de toute façon tu feras ça toute ta vie ou t'arrêteras, t'es pas prêt d'arrêter parce que le poker il y a du confort, il y a ci, mais machin, je te vois mal arrêter. Puis il y a les personnes qui la plupart du temps sont eux-mêmes aussi des entrepreneurs et elles me disent ah c'est très bien, c'est une bonne vision, t'as raison, etc., etc. Et qu'eux étaient plus dans une logique de m'encourager. Eux évidemment ils ont pas été particulièrement surpris, peut-être surpris du timing, c'est-à-dire à un moment où tu es au top, tu t'arrêtes et ça peut paraître surprenant parce que tu peux continuer à encore avoir une belle carrière. Ma carrière aurait pu continuer sur les mêmes bases. Mais et puis de l'autre côté, voilà, tu avais, je dirais, mon cercle d'amis proches qui étaient les mêmes amis qu'Edouard et qui eux étaient qui sont plus jeunes en l'occurrence, pas du tout au profil entrepreneurial. Et eux, ils étaient surpris et très dubitatifs. Quant à notre projet et avant de voir ce projet se concrétiser par un food truck, par des produits, par un service, et nous voir à l'intérieur, ils avaient du mal à imaginer. En fait, il y avait un mélange de sentiments. Il y avait une forme de... Genre, c'est comme si dans leur tête, ils se disaient putain, mais ils vont vraiment le faire, c'est con. Tu vois, et genre une forme de fierté un peu, parce que c'est des choses, je pense, dont eux se sentaient à peu près incapables. Ou en tout cas, à ce moment-là, si tu veux, de leur vie pokeristique, ça leur a jamais traversé l'esprit. Et une forme un peu de moquerie, vous y arriverez pas, etc. Et effectivement, le jour où le camion est arrivé, on a quand même senti une forme de respect de fou, tu vois, de leur part. Au moment où le camion est arrivé. Aujourd'hui, j'en parle même pas, mais en fait, tant que c'était pas concret, effectivement, il y avait des formes de moquerie. Aujourd'hui, ce sont nos premiers, je dirais, supporters. Ouais, clairement. Les clients, ils sont là aussi pour nous remonter tout type d'informations qui peuvent nous permettre aussi de progresser, de continuer à améliorer notre concept, notre service, notre food. Mais au premier jour, le premier service, il y avait les Nassif, les mecs comme ça qui étaient là et qui... Bon, le Nassif en l'occurrence, Gabriel Nassif, c'est un cas à part parce que lui nous avait accompagnés même dans les dégustations et tout, il était venu, ça l'avait bien chauffé cette idée. Mais c'est vrai que très vite, ils étaient là, quoi. Et il y avait aussi un autre premier service qui était à Montreuil, dans un endroit vraiment, si tu n'es pas au courant, tu viendras jamais ici par hasard. À l'intérieur d'une cour d'une entreprise à Montreuil, il y avait donc un garçon qui s'appelle Benjamin, qui lui aussi a fait la 3e à Deauville. On a beaucoup de points communs. Il a la même année, il a eu une petite carrière de poker. En tout cas, il a joué un petit peu au poker. Un petit peu. Il a fait une très belle place, donc à 3e d'un championnat, d'un tournoi européen. Et donc il était là à ce premier service. Et aujourd'hui, ce garçon-là, il est notre éminent responsable de laboratoire. Donc il a démarré en tant que client et supporter, a intégré nos effectifs dans le but de monter un food truck, parce qu'il avait cette idée-là aussi. Ouais. Il a très vite compris que le food truck, c'était un nid en galère, qu'il était difficile de gagner de l'argent et que l'investissement temps et l'investissement total, même je dirais, est très important. Versus, pour une espérance de gain qui n'est pas si énorme. Voilà. Donc du coup, il s'est dit, par contre, mon expérience chez vous, qui était là pour découvrir le milieu du food truck, est positive. J'ai bien envie de continuer à rester chez vous, à évoluer. Donc, c'est un vrai passionné de cuisine. Pour le coup, voilà. Le bon point, c'est qu'en plus d'être intelligent, c'est quelqu'un aussi qui a cette vraie passion pour la cuisine. Et c'est ce que je dis toujours aux restaurateurs ou même à n'importe quelle personne qui veut se lancer dans le business. Si tu n'as pas la passion, soit pour l'entrepreneuriat, soit pour le domaine en particulier dans lequel tu exerces, en général, il vaut mieux avoir les deux, c'est compliqué. Ceux qui voient l'argent comme objectif, et pareil pour ceux qui veulent jouer au poker, c'est vraiment, tu surperformes jamais sans la passion. Et donc ce garçon-là, du coup, a démarré comme moi, j'ai démarré, aux frites, puis après à la grillade, petite promotion, c'est un poste un petit peu plus technique, responsable traiteur et responsable de laboratoire, qui est un poste à haute responsabilité, parce que le laboratoire, c'est de là
où on réceptionne les produits, c'est là où on les transforme. C'est là où on fait aussi beaucoup de cuisine, parce que tu as la cuisine dans les food trucks, dans les restaurants, mais aussi dans le laboratoire. On va préparer les sauces, on va préparer les desserts, on va préparer les pièces cocktails traiteurs, parce qu'on a aussi une activité traiteur qu'on a développée grâce à nos food trucks. Donc voilà, ils gèrent tout ça aujourd'hui. Et du coup, vous recrutez un petit peu dans le monde du poker, quoi. Pas du tout, non. Là, c'est une exception. Quoique, en vrai, on a fait travailler des potes. Vos potes, ouais. Il y a Bazou qui a bossé avec nous. Ouais. Il y a Frenjo aussi. Il y a quelques joueurs de poker qui sont passés mais comme ça. au food truck. Comme ça, pour vous filer un coup de main. Ouais, exactement. Ça. Mais ça a été d'une grande utilité, clairement. Donc, non, on a eu quelques expériences très, très court terme, effectivement, d'amis du poker chez nous. Alors, Tristan, une question qui fâche un peu. Est-ce que tu penses que ton manque de résultats vers la fin de ta carrière a pu accélérer ton envie de reconversion ? Bah, il fait 50e du main quand même. Oui, mais... Même toi, t'as pas fait ça, Victor. C'est vrai. À 46e pour être précis. 46e. Non, mais avant, est-ce que du coup, t'avais déjà un petit peu une sorte de lassitude un petit peu par rapport au poker, ou est-ce que... Je commençais à sentir la lassitude et j'avais ce projet de monter une entreprise qui commençait à me démanger de plus en plus. Maintenant, ta question initiale, c'était... Non, c'était est-ce qu'en gros, si par exemple, t'avais fait une année où je sais pas, tu avais gagné un gros tournoi, ou tu avais fait... Ça n'aurait rien changé. Ça aurait rien changé. Je te le dis honnêtement, ça n'aurait rien changé. Effectivement, je suis un peu déçu d'être parti, sans avoir pu décrocher un gros titre européen ou mondial. Tu as 2 types de circuits. Ça viendra. Et je suis persuadé que ce titre-là, je l'aurai, mais en tant qu'amateur. Et ça, il fera un petit hold-up là dans quelques années. Et pour moi, ça serait encore plus, si tu veux, jouissif d'obtenir ce titre, entre guillemets, cette récompense, qui ne permet que de flatter l'ego. Parce que Et puis, non, mais ça ferait une belle histoire pour ESPN. ça ferait peut-être, peut-être qu'ils s'en foutront aussi. Mais et puis d'ailleurs, le poker, c'est une passion. Ça l'était été moins à un moment donné, de façon intensive. Maintenant, c'est un virus. Et un virus que tu as à vie. Donc je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras quand même des probabilités de me rencontrer, de me trouver de façon très ponctuelle autour des tables. Ça, c'est sûr. J'espère juste que Victor ne sera pas là en train de filmer. Et c'est quoi les choses de votre ancienne vie qui vous manquent ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de ce passé de joueur de poker ? Bon, alors, moi, je vais te répondre très rapidement. Ce qui manque, c'est une totale liberté. Mais cette totale liberté, en fait, c'est une fausse liberté, si tu veux. Et... Voilà. Mais c'est à peu près la seule chose qui me manque. Et puis, ouais, si, l'adrénaline des tournois de poker, si, quand même, c'est un kiff. Ouais, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff. Mais, et puis, si, le sentiment quand tu gagnes. Ouais. C'est un sentiment qui est... Je vois rien de comparable en fait quand tu gagnes un tournoi, quand tu gagnes énormément en cash. Je vois rien de comparable à ça en termes de sensations. C'est vrai que cette sensation de victoire, elle est très forte. Et ce côté vraiment émotionnel, ce côté adrénaline. Et puis quand tu gagnes un tournoi, ça arrive pas souvent. C'est ça le problème. Ouais. Parce que sur un tournoi de demi-joueur, tu as 999 personnes qui ne gagnent pas le tournoi. Et tu as beau terminer deuxième dans ce jeu-là, tu auras toujours au minimum une pointe de frustration. Et la plupart du temps, la frustration prendra le dessus sur la joie. Bien que terminer deuxième sur mi-joueur, c'est exceptionnel. D'un point de vue retour sur investissement, d'un point de vue financier, c'est une très bonne opération. Mais tu as perdu. Et finalement, le poker de tournoi, c'est un gros lot de frustration pour un petit lot de joie. Mais par contre, cette joie-là, quand tu as la chance d'y goûter, c'est vrai qu'elle est démentielle. Et est-ce que du coup, il y a des trucs qui sont comparables, par exemple, dans votre vie d'entrepreneur, ou par exemple, je sais pas, l'ouverture du restaurant dur, est-ce que c'est un moment très fort ? Est-ce que c'est... C'est forcément un moment très fort, mais... Comme je te disais pour le début du food truck, en fait, t'es tellement dans le rush, enfin, t'as jamais le temps. Je te parle vraiment dans le cadre de l'ouverture.
t'as vraiment pas le temps de prendre de recul ou t'as pas le temps de réfléchir à ce qui se passe, tu veux. Ouais. T'es dans l'action, t'es dans la pure action. Et c'est pour ça que je comparerais pas ça avec une victoire au poker. C'est vraiment, si tu veux, c'est l'aboutissement d'un travail, clairement. Comme une victoire d'un tournoi, c'est l'aboutissement d'un long moment d'un travail, hein, parce que pour certains c'est un métier. Mais le travail est quand même bien plus long pour l'ouverture d'un restaurant. C'est quand même beaucoup plus douloureux à l'accouchement. Et surtout, t'en profites peut-être un peu moins sur le moment. Effectivement, une victoire au poker, une fois que t'as gagné, tu vois, tu peux en profiter, c'est cool, c'est kiffant. Ton resto, une fois qu'il est ouvert, le lendemain, il faut repartir au charbon, quoi. Ouais, tu dois encore travailler encore plus, quoi. Ouais, C'est pas gagné, c'est ça. c'est que des étapes. T'as jamais gagné, en fait. C'est ça, tu veux. exactement. Et est-ce que du coup, maintenant, rétrospectivement, le poker, vous voyez ça plus comme une expérience de vie ou comme une erreur de parcours? Moi, ni l'un ni l'autre, perso. C'était, moi, ça a toujours été une passion, un jeu. Ça n'a jamais été mon métier principal, si tu veux. Ça m'a permis de gagner un peu d'argent de poche, faut dire ce qui est. Et de kiffer, de passer des moments hyper kiffants avec des gens géniaux. Passer des bonnes soirées chez moi ou pas. Mais ça, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, si tu veux, ma réponse. Alors, erreur de parcours, oui sur le côté accidentel, non sur le côté erreur, parce que c'est pas une erreur en soi. C'est effectivement un parcours et très original et donc une très bonne expérience de vie qui effectivement a bien fait de se terminer à ce moment-là. Je pense que c'était ni trop long ni pas assez long. Trop court, moi j'aurais eu l'impression de rater des tournois, des expériences, des voyages. Et plus long, je me serais tout simplement, j'aurais tourné en rond, chose que je commençais déjà à faire à la fin de mes 5 années de poker. Et puis surtout, en termes d'hygiène de vie, d'un point de vue social, c'est pas super. Donc voilà, une très belle expérience, j'en garderai un très bon souvenir. Puis surtout, on reste toujours finalement quelque part connecté parce qu'on a encore beaucoup d'amis qui sont encore dans le milieu, qui jouent encore régulièrement. Donc on n'est pas totalement en dehors, mais on suit ça d'une manière beaucoup moins assidue, ça c'est sûr. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre nouvelle vie? Et qu'est-ce qui a changé par rapport au tout début de la brigade, dans ce que vous faites au quotidien? En fait, c'est des challenges nouveaux tous les jours. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'on s'est fixé des objectifs. Et encore, des objectifs, en fait, on s'en fixe des nouveaux tous les jours. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Il n'y a pas de redondance, si tu veux. Un jour ne ressemble jamais au lendemain, ni à la veille. Et il y a tellement de choses à faire. C'est ça qui est top. Bon, après, ça peut avoir un côté un peu frustrant, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'en fait, tu peux pas tout faire. Mais tu t'en donnes les moyens, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est kiffant. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de construire quelque chose, de solidifier ce que tu as construit, de développer, d'avoir des projets, de penser au futur, d'anticiper, de tester. Voilà, c'est un chemin passionnant. Et puis, Et puis pour en revenir à la base de ce métier, c'est faire kiffer les gens. Parce que c'est quand même... c'est ce qui nous faisait kiffer, ce qui nous fait kiffer. En fait. C'est ce qui nous habite en fait, ouais, effectivement. Tu vois, c'est pas un discours marketing à 2 balles de te dire ça. C'est que moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux. Et même 4 ans après, quand un mec sort du resto ou sort du camion et me dit « Putain, c'était génial », j'ai encore des petits frissons. Comme quand le premier client m'a dit c'était génial. Ouais. Voilà. Encore maintenant, tu vois. Ouais, encore maintenant, ouais, clairement. D'accord. Et du coup, c'est quoi l'avenir de la brigade? Quels sont vos prochains objectifs à atteindre, si vous pouvez en parler? Je sais pas. C'est peut-être secret, mais. C'est les States. Les States, ouais. The Brigade. À terme, ouais. À terme, ça fait partie des projets en tout cas, clairement. Mais pour commencer. Déjà un deuxième restaurant région parisienne, quelques restaurants dans la région parisienne. Après, effectivement, on aura des envies de voir un petit peu plus loin sur le territoire français. Et puis l'ultime step, une fois que
je l'espère en tout cas, le marché français aura été en partie conquis. On commencera à s'intéresser au marché mondial. C'est vrai que les États-Unis est une belle target. L'American Dream. Non pas qu'ils aiment forcément bien manger, mais il y a... Ils aiment bien manger quand même. Bien manger dans le sens quantitatif, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est des très beaux marchés. Finalement, aux États-Unis, tu as beaucoup de villes de taille comparable à celle de Paris. Et quand tu vois le potentiel du marché parisien, et tu te dis que des marchés parisiens, il peut en avoir plusieurs au sein d'un même pays, c'est là que tu te dis qu'il y a un gros marché. Et c'est quelque chose qui, brandé sous le signe français de qualité, le steak frites, voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Il n'y a pas besoin. Peut-être qu'en Asie, ça leur parle un petit peu moins, mais effectivement. On a plein de clients asiatiques. On a plein de clients asiatiques, Ouais. mais je veux dire en Asie, en Chine, bien sûr, non, mais c'est vrai. au Vietnam, voilà. Donc, puis voilà. Donc, il y a le temps de voir venir d'ici là. Et du coup, est-ce que vous êtes déjà fier de ce que vous avez accompli au moment T, quoi? Moi, je suis pas. J'arrive pas à être conscient de ce qu'on a accompli. Enfin, je suis conscient de ce qu'on a accompli, mais on est tellement dans la projection de ce qu'on veut accomplir que c'est compliqué de s'arrêter à un moment T et de regarder derrière et de dire ah ouais, on a quand même fait tout ça déjà. Je suis totalement d'accord avec Edouard. Pour être fier, je pense qu'il faut sortir du milieu, il faut être capable de prendre du recul. Là, à l'heure où on se parle, je vais pas dire qu'on a la tête dans le guidon, mais c'est un peu tout comme. On est dedans et on est concentré, on est occupé et on discute au quotidien des problématiques actuelles, des problématiques futures, de nos projets de développement, des mises en place de nos projets. Et effectivement, on n'a pas le temps de se pencher, de faire une rétrospective et quand même, on essaiera de faire ce travail-là. On n'arrivera pas à le faire de façon totalement libre, si tu veux. Donc, fier. Tu pourras nous poser cette question-là quand notre aventure sera terminée, mais à mon avis, ça ne sera pas avant un bon moment. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un peu au bon endroit, au bon moment, au moment où vous avez commencé le food truck? Clairement. De toute façon, l'entrepreneuriat, la réussite dans l'entrepreneuriat, je te parle de facteurs clés de succès depuis le début, il y en a beaucoup, et le timing c'en est un, clairement. C'est qu'on est arrivé à un moment où il y avait encore de la place pour les food trucks, où il y avait clairement de la place pour notre concept, puisqu'on était les premiers à le faire de cette façon-là, et qu'on était, enfin, les gens étaient réceptifs à ça, quoi. Tu vois. Mais c'est une question de timing, mais pas que. C'est que juste aussi, on avait bien pensé tout ça, quoi. Il faut pas voir en ça le timing genre comme de la chance. On avait bien réfléchi à ça, on l'a aussi provoqué, mais ouais, effectivement, le timing, il a été très bon pour nous. Ouais. Parce qu'il y a des produits qui sont lancés sur le marché et qui ne fonctionnent pas, qui ne trouvent pas leurs clients parce qu'ils ont été lancés trop tôt ou parce qu'ils seraient lancés trop tard. Et donc du coup, la concurrence a déjà pris les parts de marché. Il est plus difficile de réussir en ces termes. Disons que le food truck commençait déjà à marcher et entre le moment où on s'est dit on va faire du food truck et le moment où on s'est vraiment lancé, il y a pas mal de food trucks qui sont lancés qui étaient là quand même pour certains, en tout cas les exemples qu'on t'a cités, qui ont déjà été des exemples de réussite. Donc c'est-à-dire que ça élimine une partie de la case hasard, risque. Il y en a beaucoup encore malgré tout. Et puis on a eu aussi cette démarche, je pense à mon avis, bonne, qui était de se démarquer d'un point de vue produit. Donc on a trouvé le modèle de commercialisation et au niveau du produit, je pense qu'on a eu raison de ne pas se lancer sur le burger, sur un énième burger. Et là, effectivement, il a été plus difficile aujourd'hui de à la fois réussir et d'imaginer des perspectives d'évolution, d'agrandissement, de croissance externe. Là où aujourd'hui, on est seul à faire ça, mis à part quelques copies, parce qu'on a quand même été copié durant ces 4 ans, mais ça, limite, j'ai envie de dire, c'est mon signe. Si tu es copié, ça veut dire que déjà ton projet plaît et a été analysé comme étant un projet porteur. Donc ça, c'est limite, c'est une bonne chose.
Vous aviez pensé à d'autres concepts ou ça aurait pu devenir quelque chose genre des burgers ou je sais rien Ouais, en fait, au tout début, il y a eu une forme de bataille de concepts, c'est-à-dire que chacun avait en tête une idée. Moi, un truc qui est très proche de ce qu'on fait aujourd'hui. Et Tristan avait autre chose en tête, mais qui n'était pas du tout idiot, tu vois. Toi, tu voulais faire quoi? Des sandwichs sur mesure Des sandwichs avec des composants cuisinés, avec effectivement une notion de qualité importante. Sur mesure, effectivement, ça faisait partie de ce que j'imaginais. Après, on peut forcément imaginer aussi des recettes déjà types. Mais effectivement, moi, je défendais plutôt ce concept-là avec des arguments qui étaient plus de l'ordre de l'exploitation de la logistique ou financier, qui ont du sens et qui auraient encore du sens aujourd'hui. Non, mais clairement. C'était en gros un Subway hyper quali. C'était ça le concept. Voilà. Et puis finalement, on est parti sur le concept que défendait Edouard, qui était un concept de slice. Ouais. Présenté. C'était plus large que le steak frites, quoi. Qui était beaucoup plus large que le steak frites. C'était représenté par le steak frites. Et moi, l'idée, c'était vraiment de tout rendre très facile à consommer. Voilà, parce qu'on partait sur un truc street food dans la rue, il fallait que ce soit facile à manger. Et donc, il fallait que tout soit facile à manger, dans l'idée que j'avais de base. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à l'auditeur qui en ce moment se fait un peu chier c'est clair. Et qui voudrait se lancer, par exemple, changer de métier ou se lancer dans la création d'entreprise ou qui aurait un projet de création d'entreprise? Moi, je lui dirais de le faire, mais par contre, avant de le faire, qu'il calcule tous les risques, qu'il étudie à fond son marché. C'est vraiment primordial en fait. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se lancent, ils ne savent pas dans quoi ils se lancent. Renseignez-vous avant, regardez, étudiez, posez des questions aux acteurs du marché, ils vous répondront. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Nous, au début, on a eu un peu peur de ça et en fait, c'était idiot parce que je pense que les mecs auraient répondu à toutes nos questions. Voilà, il faut vraiment, en fait, si tu as envie de le faire, si tu as envie de changer de vie, entre guillemets, faut le faire, faut pas avoir peur de le faire, mais par contre, il faut le faire de façon intelligente. Voilà, en étudiant la chose à fond. Je t'ai demandé de répéter la question. J'ai un petit moment d'attente. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui aurait envie peut-être de changer de vie pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Deux choses. Déjà, savoir pour quelles raisons on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat pour fuir quelque chose, pour dire je me fais chier au bureau, j'ai envie d'être mon propre patron, c'est pas suffisant. Faut, je pense, pour pouvoir réussir, pour avoir le maximum de chances de réussir, il faut être quelque part habité par ça. Il faut aussi avoir un attrait qui est autre que l'aspect financier. On ne lancez surtout pas dans l'entrepreneuriat en disant je rêve de devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire, le meilleur moyen c'est de monter mon entreprise. Le meilleur moyen c'est de gagner au loto en vrai. C'est peut-être... Les probabilités après sont quand même assez faibles. Il faut faire ça avant tout par passion de construire quelque chose, de monter un projet, et puis aussi évidemment en fonction du milieu que vous avez choisi, que ce soit le monde de la technologie, le monde de la restauration ou qu'importe, faut avoir ce côté passionnel pour le domaine en question. Et puis la deuxième chose aussi, c'est pour ceux qui auraient déjà ou compteraient engager ce type de démarche, d'arrêter de se trouver des excuses. Et Dieu sait que j'ai rencontré une tonne de personnes qui me parlent, j'ai un projet, j'aimerais monter mon business, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais... Et des mais, il y en aura toujours. Et des mais, il y en aura au quotidien, c'est le quotidien de... Mais au final, l'entrepreneuriat, c'est ça, hein. C'est aller au-dessus des mais, quoi. Il y a une solution pour tout. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris durant ces dernières années auprès d'Edouard. C'est qu'à tout problème, une solution. Mais j'ai pas d'argent, il y a plein de solutions pour avoir des financements, plein. Alors évidemment, si on a la chance de gagner quelques ronds au poker, ça peut aider. Mais je connais des personnes qui ont monté des entreprises qui
cartonnent et qui n'ont pas eu besoin de fonds pour pouvoir arriver à cette réussite. Mais il y a ci, il y a ça. Alors peut-être qu'effectivement, vaut mieux pas avancer, comme tu disais, tête baissée, à fond les ballons et quand même essayer de bien évaluer les risques et pas faire n'importe quoi. Maintenant, comme je disais, à tout problème une solution. Et si c'est pas ci, ça peut être ça. Voilà, faut pas avoir peur de prendre des risques. Et quand même la première expérience entrepreneuriale se solderait par un échec, c'est au contraire quelque chose de positif, c'est-à-dire que tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu vas savoir déjà qu'est-ce que le monde de l'entrepreneuriat, et puis surtout, si tu as vraiment envie de lancer un deuxième business, tu ne feras pas les mêmes erreurs, donc du coup tu seras beaucoup plus costaud que la fois où tu t'es lancé au tout début. Ok. Et donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut des nouvelles de la brigade ou si on veut aller manger des slices? Alors, tu veux des nouvelles ou tu veux manger? Je veux les deux, je veux savoir où aller pour manger des slices. Si tu veux manger, c'est très facile. T'as le resto qui est au 103 rue Oberkampf dans le 11e. Métro Parmentier, Ménilmontant, Père-Lachaise, République. T'as plein de bus, tous les moyens sont bons pour y arriver, il n'y a aucun problème. Le camion, il est devant le MK2 Bibliothèque, dans le 13e arrondissement, avenue de France. Pareil, plein de métros, plein de bus, aucun souci pour y aller. Un Uber, c'est pas cher. Tu peux te faire livrer aussi, ça nous arrange un peu moins, mais c'est pas grave, on va quand même donner la possibilité. On travaille avec Uber Eats et Foodora. Et si tu veux de nos nouvelles, il y a les réseaux sociaux, la Brigade Street Food sur Facebook, la Brigade FT sur Instagram, la Brigade FT sur Twitter. Et le site, c'est la-brigade.fr. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Avec plaisir, avec merci plaisir. à toi. Cool. Merci. Allez, ciao. Salut. Ciao. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode de Déclic vous a plu. Le prochain arrive très bientôt avec Théo. À bientôt.